G-Sport avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans G-Sport, votre rendez-vous avec ceux qui font la beauté du sport sur notre territoire, avec ceux qui portent haut les couleurs de Grenoble un peu partout, comme le fait le Grenoble Foot 38 depuis plusieurs saisons maintenant, et pourquoi pas plus haut encore. On va faire le point avec le coach du GF 38, Philippe Hinsberger. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue et merci de nous faire encore cet honneur. Comment allez-vous ? Très bien, on est en pleine forme. On est à 3 semaines, même pas 3 semaines on va pas dire des vacances parce que ça serait mal parlé, mais en tout cas, on est à 2 semaines et demie de la fin du championnat, un championnat qui a été éprouvant, intéressant, et donc maintenant on attend de le finaliser. On espère pour vous qu'il va se finir par le meilleur, pour nous aussi, parce qu'on est très fans du GF 38 et on espère que tout Grenoble va pousser derrière vous, comme le fait Lilian Veillé, c'est un peu notre monsieur foot à Télé Grenoble. Bonjour Lucille. Salut Lilian, ça va ? Ça va bien. Alors, Monsieur Foot, et pas que d'ailleurs, car il s'est passé aussi des choses sur les terrains et aussi en coulisses, tout de suite. Et on reparle des Brûleurs de Loup, 3e de Ligue Magnus 2021, de Ligue Magnus, mais on va surtout parler de la saison qui arrive après les nombreux départs annoncés. Alors, les 2 gardiens, Lucas Sorac et Sébastien Rébon, départ des Canadiens, Yann Sauvé et Maxime Legault, de l'Américain Dini Kearney. On attend le nom de ceux qui allaient remplacer le coach Edo Terglav et son assistant Romain Guibé. Et donc, Lilian, je te laisse prononcer son nom. C'est toi qui es à la conférence de presse, l'entraîneur et... On a eu les noms. Alors, l'entraîneur Jyrki Ao. Et c'est lui, il est finlandais, Jyrki Ao, qui a donc été présenté en conférence de presse. Un gros CV pour cet entraîneur. Oui, c'est une grosse expérience de coach en Finlande, notamment dans le championnat finlandais. Donc, c'est un gros championnat européen. Il a 46 ans, le coach. Il a joué défenseur, mais il a eu une carrière assez courte. En fait, c'est surtout un vrai entraîneur. Souvent, les joueurs se reconvertissent entraîneur après 15 ans. Lui, au bout de 5-6 ans, il s'est reconverti très tôt entraîneur. Donc, d'abord... assistant coach, on dit, donc en 2e division finlandaise, ensuite en championnat allemand, et ensuite il a été en 2011 promu entraîneur en chef en Finlande, donc c'était à Jyväskylä. Voilà. Je crois que le finnois est probablement l'une des langues les plus difficiles, en tout cas à prononcer et à comprendre pour nous Français. Mais du coup, 2011 et 2012, il a le titre. Finlandais, donc grosse performance, et ensuite il a eu plusieurs expériences dans un autre club en Finlande. Il a été coach de l'équipe nationale de Chine, ensuite il a été en Chine, en Autriche, et l'an dernier année blanche, donc il cherchait un club et il a été conquis par Grenoble. Et on va savoir pourquoi lui, justement, avec le président du club, Jacques Rebaud, et le manager général des Brûleurs de Loup, Jeff Dufour, que tu as pu rencontrer aujourd'hui. Un nom du coach Jyrki Ao, entraîneur qui a eu énormément d'expérience en Finlande. Pourquoi? Ça faisait partie de nos priorités d'aller vers un nouveau style de jeu, scandinave, on peut dire suédois, finlandais. Puis du moment où je suis rentré en contact avec lui, on a eu un très bon feeling. Il rentrait exactement dans nos cases avec cette capacité à manager, parce que c'est un manager fort, c'est sa culture initiale, c'est pas un joueur de hockey initialement. Ensuite, c'était ses performances, son long parcours d'assistant coach, qui est ensuite devenu head coach, avec cette culture finlandaise ancrée. L'assistant-entraîneur, Harry Pekka, c'est un peu son bras droit qu'il a eu sur certaines années antérieures. Puis que pour lui, c'était important que peut-être il puisse l'accompagner. C'est un bon duo qui a l'habitude de travailler ensemble, qui se complète très bien. Je pense qu'on va s'attendre à beaucoup plus de
possession de palais, hein? C'est patiner davantage, mais en essayant de créer des espaces. On a souhaité s'enrichir d'un nouveau hockey, une nouvelle culture, nouvelles valeurs. Et l'idée, c'est de continuer à s'enrichir avec la différence du hockey finlandais. Et voilà. Donc oui, ça va changer. Ouais. Il y aura probablement, en tout cas je le souhaite, que nous ayons des Finlandais pure souche qui portent cette culture de hockey finlandais. Jean-François lui a proposé d'avoir le choix sur un ou deux devs, sur un ou deux attaquants, sur le gardien, enfin voilà, sur des axes qui vont lui permettre de communiquer de façon plus simple avec son vestiaire. Communiquer, alors oui, Jean-François Dufour est québécois, hein, d'origine. Et oui. Le coach n'a pas l'air de rigoler en tout cas. Oh, non, ça rigole pas, mais en tout cas, sont des personnes tout à fait charmantes. Et on est heureux d'ailleurs de voir justement ce CV ici, d'avoir vraiment un entraîneur, d'avoir vraiment un coach, et qui marque aussi la fin de cette ère Edo Terglaf, 6 ans aux commandes des Brûleurs de Loup, avec 300 matchs notamment, c'était un record. Ouais, exactement. Et là, du coup, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre, un cycle plus européen, plus scandinave. Et ce qui est aussi à noter, c'est qu'ils ont coaché ensemble, donc Jyrki Aho et l'entraîneur adjoint Harry Pekassiekinen, qui est aussi spécialisé dans l'entraînement des gardiens. Et en fait, il va prendre en charge aussi, en plus d'être assistant coach, l'entraînement des gardiens. C'était quelque chose qui recherchait un petit peu les BDL pour s'améliorer dans ce secteur. Et il risque peut-être d'avoir des recrues justement dans ce secteur-là, des Finlandais peut-être. Et oui, et un renouveau aussi. C'est vrai que Lucas Orak était très emblématique ici. Sébastien Rebon qu'on connaissait depuis longtemps. Donc le renouveau du côté des gardiens. Il y a eu beaucoup de Finlandais, hein, notamment, on s'en souvient, lors du titre en 98. Avec vraiment l'époque tu n'as pas connu évidemment, les Nemo Kosmeki, voilà, Arami Koivisto, etc. Il y a eu vraiment une Mika Lempiainen aussi, on s'en souvient. C'était vraiment une équipe des Brûleurs de Loup très finlandaise à l'époque. Mais les coachs, on n'a pas eu de coach finlandais des Brûleurs de Loup. C'est une première, mais pas exactement. Moi, j'ai un petit souvenir, parce que les supporters des Brûleurs de Loup nous regardent aussi. C'était un coach, Harry Salo, qu'on connaît bien, qui a aussi coaché Rouen, que vous voyez tout à fait à droite, qui avait joué à Grenoble, qui avait coaché cette équipe-là des Brûleurs de Loup en 3e. C'était en Détroit. Et Grenoble avait été champion de France de Détroit. On l'oublie souvent, mais cette équipe dans laquelle on a vu d'ailleurs sur la photo Jean-Philippe Lemoine, hein, vraiment une légende du hockey français, qui avait rejoint petit à petit cette équipe, donc l'année du dépôt de bilan de ce club des Brûleurs de Loup. C'était un souvenir, c'était en l'an 2000 très exactement. Voilà, c'était la saison 99-2000, donc la seule saison coachée entre guillemets donc par un Finlandais, Harry Salo. Ouais, pour nos petites archives, il y avait du beau monde en tout cas dans cette équipe. Toujours très branché au hockey. Hein. Impressionné par ce temps de mémoire. Mais s'ils ont des problèmes de gardien, on peut leur dépêcher de temps en temps Arnaud Gentil s'ils ont des problèmes pour entraîner leur gardien. Hein. Ah ouais, allez. Je ne sais pas s'il est bon sur le patin, mais en tout cas, comme entraîneur gardien, il est très bon. Oui, en tout cas, il y a déjà des rumeurs et peut-être même des chants du côté de Rouen qui pourraient venir ici à Grenoble. C'est pas la première fois qu'un joueur emblématique, c'est juste le meilleur pointeur d'ailleurs du championnat, c'est pas la première fois qu'un joueur emblématique de Rouen passe du côté du meilleur ennemi, les Brûleurs de Loup, après Alex Alerdia. Vraiment, le classico, comme on l'appelle maintenant, entre Grenoble et Rouen, c'est toujours des super moments. 6 ans, record de 300 matchs coachés par Edo Terglaf. Ça donne des envies peut-être de rester ici à Grenoble et de battre encore des records, Philippe Inchberger. Moi, ça fait 3 ans que je suis ici, à vrai dire. Il me reste encore 1 an de contrat, parce que j'ai prolongé l'année dernière mon contrat de 2 ans. Vous savez que dans le football, je dirais que déjà 3 ans, 4 ans, c'est déjà énorme pour un entraîneur. Sachant que la durée de vie en Ligue 1 à peu près de 18 mois ou même quasiment moins. En Ligue 2, c'est pas beaucoup moins, puisque en foot, en général, vous avez quand même un club sur 2 qui change d'entraîneur entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Voilà, dans une saison. Bon, globalement, les 10 derniers, c'est à peu près comme ça. Et donc voilà, après, moi, je ne me pose pas du tout la question. Sauf à Auxerre, pendant quelques années. Oui, mais ça, c'était une autre année. Voilà. Et pourquoi pas ? Oui, mais bon, après, moi, j'ai fait aussi, j'ai fait 5 ans à New York, je fais 7 ans à Laval, je fais 4 ans à Louan-Cuiseaux, j'aurais fait déjà au moins 4 ans à Grenoble, donc c'est quand même des périodes assez longues pour un entraîneur de foot. Parce qu'après, dès que vous n'avez plus de résultats, alors c'est toujours l'année de trop, on n'a plus le discours, le message ne passe plus, enfin, toutes les choses qu'on entend au bistrot du coin, quoi. Et le courant qui passe moins à l'intérieur même de l'équipe, à un moment donné, voilà, il faut changer. Tout un tas de choses qui se mettent en route qu'on n'a pas quand on gagne. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, ça va.
Oui, il n'y a pas de souci particulier pour l'instant. Ce qui est sûr aussi, c'est du coup, l'an prochain, vous serez encore coach? Ah bah moi, il me reste 1 an de contrat à Grenoble. Donc, sauf vent contraire ou je ne sais quoi, je serai encore à Grenoble. Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, on verra bien. Si ça peut être en Ligue 1, ça sera encore mieux. Voilà, tout à fait, on est bien d'accord avec vous. Mais peut-être une année de plus, ou en tout cas rien n'est fermé de votre côté. Non, mais pour l'instant, on n'est pas tout le temps. C'est pas non plus un métier où on a besoin d'avoir tout le temps du boulot devant soi. À un moment donné, cette incertitude de la fin de contrat, c'est un peu pesant, mais c'est aussi ce qui vous fait avancer. C'est stimulant, oui. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir 3 ans, 4 ans pour être un peu dans le confort. Moi, j'ai une grande famille d'enseignants. Ma famille, c'est tous des enseignants. Ils ne comprennent pas ça, bien évidemment. Ils ne peuvent pas comprendre qu'au mois de mai, je ne puisse pas savoir où est-ce que je vais entraîner au mois de fin juin, quand un mois après. Donc, c'est parfois un petit peu surprenant. C'est vrai, on a quand même une faculté d'adaptation qui est importante. Alors au FCG, effectivement, il y aura beaucoup de changements encore la saison prochaine, vous le savez déjà. Le FCG donc n'a pas joué. Il devait jouer contre Vannes le week-end dernier, touché par le retour de ce coronavirus. Voilà. Et Vannes, alors ce serait le 1er mai à 15h. On attend bien sûr la confirmation. On a eu la tristesse d'apprendre le décès de Daniel Giroux, le papa d'Alexandre Giroux, pilote de quad, qui nous tient en haleine chaque année sur le Dakar. Il est ici, Daniel, devant son fils qui était en visio à l'époque où la visio était encore exceptionnelle. Justement, il était en direct de Dakar. Il n'était pas encore question de Covid. On est vraiment en tout début 2020. Alexandre, qui était sur la trace de son père, Daniel Giroux, avait été le premier pilote à avoir bouclé un Dakar en quad. C'était en 97. Il était très ému. On le voyait ici l'an dernier en discutant donc avec son fils Alexandre, à qui on adresse toutes nos pensées. Et le focus du soir, c'est Lilian qui nous le présente. Et c'est donc ce déplacement du Grenoble Foot 38 chez le leader à 3. À 11 déjà pour commencer, puisque ça n'avait pas été le cas aussi quelques jours auparavant. À Dunkerque. Oui, le match contre 3 du coup de ce week-end. Donc grosse entame des Grenoblois avec un but d'entrée à la 7e minute. Anthony Belmont qui reprend bien cette passe d'Achille Anani. Mais ça a peut-être permis à l'Estac de rentrer dans le match. On le voit, il marque dès la 9e minute derrière avec Tousgar qui a fait un gros match qui a posé beaucoup de problèmes, l'attaquant troyen au Grenoblois. Il a mis un doublé à la 23e minute. Et du coup, 3 qui inverse totalement la vapeur en première mi-temps. Et la deuxième période a été un peu plus compliquée pour les Grenoblois. Si la première mi-temps a été assez jouée, assez intense, la deuxième mi-temps, du coup, un petit peu moins. On a le il essaye de sauver Esteban Sales, cette action, mais ça vaut pénalty. Pénalty, exactement. Une sortie un peu mal maîtrisée. Et c'est Tardieu qui inscrit le 3e but troyen. L'estacade. Comment on dit l'estacade? Ouais, on ne doit pas être les premiers à la faire. Grenoble a ensuite essayé de pousser. Et on a eu des occasions de JT, de Ravet, qui ont été intéressantes. Mais finalement, le résultat est un peu logique au vu de l'ensemble du match. Moi, je retiens déjà quand même le beau travail de Benet et Ravet sur ce premier but. Non, Ravet ne démarrait pas. C'est Anani qui a fait un bel appel. Allez, on va tous les dire. Alors, du coup, Belmont dans l'ordre. Voilà. Benet la passe, Anani le centre et Belmont la reprise. D'entrée de jeu, c'est très encourageant. Ouais, on a fait une très bonne entame. Franchement, une très bonne entame dans le rythme et tout, qui est récompensée par ce but. Après, malheureusement, on a fait des erreurs. On a perdu 2 ballons bêtement, notamment le 2e but sur un coup franc, un corner pour nous. On se fait contrer quasiment. Ça amène au 2e but. Après, on a quand même un but égalisateur qui est hors jeu de à peu près 3 cm de David Hanel. On a un super but, un peu le même que le premier, mais il est malheureusement invalidé. Je ne sais pas si à l'inverse ça aurait été, mais en tout cas, voilà, c'était hyper limite. Et puis effectivement, notre fin de mi-temps était plus difficile. La moitié de la 2e mi-temps était plus difficile. Après le penalty, vous êtes revenu un peu dedans. L'adversaire, c'est aussi et on a quand même 2-3 occasions très nettes de revenir au moins à 3-2 à quelques minutes de la fin, ce qui nous aurait donné une fin de match certainement très épique. Mais bon, on est tombé sur une très belle équipe contre laquelle il fallait pas faire d'erreur, ce qu'on a fait. Et surtout actuellement, on est capable de marquer, mais on ne tient pas 5 minutes depuis 2 mois, on ne tient pas 5 minutes notre but d'avance. On se fait reprendre contre Pau, on se fait reprendre contre Dunkerque, on se fait reprendre contre... Enfin bon, je ne vais pas vous dire, mais on se fait reprendre contre à peu près tout le monde. Donc ça, c'est plutôt embêtant, notamment
quand on va chez le leader comme ça, quand on n'arrive pas à les faire douter sur une période de 10, 15 minutes, 20 minutes, pour qu'un peu les gens s'énervent en face, que ça déjoue un peu, que ça puisse forcer. Au contraire, c'est ce but égalisateur, plus ce deuxième qui est arrivé assez rapidement. C'est ça qui vous a mis un coup derrière la tête, qui sont très bien construits, les a remis complètement dans leur match, ça c'est clair. Mais sur le potentiel, ça veut dire qu'il y avait la place. Sur ce match-là, franchement, il y avait la place parce qu'on a fait ce qu'il fallait au départ. Notre plan de jeu, vraiment de mettre la pression sur les défenseurs adverses, de jouer haut, de récupérer des ballons, de leur mettre des flèches, ça a vraiment super bien fonctionné. Puisque dans les premières 20 minutes, on peut même mettre 2 buts comme ça. Mais on a senti la différence simplement. Sans remettre évidemment en cause la supériorité de 3, bien évidemment, qui mérite absolument sa place de leader et qui gère très bien aussi cette fin de saison. Ça veut dire que contre les grosses équipes, on n'aurait pas parlé de miracle si vous aviez gagné. Vous en avez la possibilité. Pour l'instant, on n'est pas au niveau sur les grosses équipes. À l'extérieur, on a perdu partout. On a perdu 2-0 à Toulouse, on a perdu 3-0 à Clermont, 2-0 à Paris, 3-3. C'est calé. On n'a pas pris, on a pris 10 buts, on a mis 1. Donc, à l'extérieur, contre le top 5 aujourd'hui, il n'y a que Auxerre qu'on n'a pas joué. Comme dirait un ami à moi, Inch'Allah, on les joue la semaine prochaine, enfin la semaine d'après. On y va. Et voilà, donc pour l'instant, sur ces matchs-là, à l'extérieur contre les grosses équipes, on n'a pas été au niveau. On a réussi à battre 3. On a battu Toulouse, qui n'était pas la même équipe qu'aujourd'hui. C'était le deuxième match de championnat. On a fait nul contre Paris. On a arraché nul contre Auxerre. C'est plutôt pas mal. Et on reçoit Clermont lundi. Oui, à la maison, vous avez fait des bons résultats. Oui. 2 victoires, 2 nuls. Mais il faut reconnaître Clermont. Voilà, à l'extérieur, contre les gros, on n'a pas existé. Alors, on peut le voir d'ailleurs sur le bilan, sur le tableau de ce classement, donc avec 3 qui garde bien son fauteuil de leader. Vous allez recevoir donc Clermont, ça sera le 1er mai à 15h. Ça sera le 3 mai, pardon, lundi 3 mai lundi 3 mai au Stade des Alpes. Ce qui veut dire que ici, si on regarde ce classement tel qu'il est, la 2e place est encore possible. Toulouse justifie tout de même de 2 matchs en retard. Et Clermont, un match de ce soir. Oui, et Clermont, un match de ce soir. Donc mathématiquement, rien n'est encore perdu au niveau de cette 2e place quand même. Vous jouez encore sur ce tableau-là ou... Bien sûr. Mais, écoutez, avant le match de Toulouse, déjà on avait 7 points de retard sur le premier. Bon, ils nous ont mis à l'écart, puisqu'avec la victoire, ils ont 10 points d'avance, il ne reste que 3 matchs, donc ça fait 9 points, donc on ne peut pas les rattraper. Ils le savaient aussi, c'était pour eux aussi une motivation supplémentaire. Après, quand tu as 4 matchs à la fin, on est à 2 points de la 2e place. Si on ne joue pas la montée, on ne la jouera plus jamais. Donc, nous, on joue la montée directe, on veut dire. Là, elle n'est pas encore impossible. La première place pour nous n'est plus atteignable, la 2e l'est. On va jouer Clermont, on va jouer Auxerre. C'est aussi des matchs à coup près, où il va falloir qu'on soit présent. Voilà, mais si on n'est pas capable de gagner un match sur les 3 qui nous restent, c'est qu'on n'aura peut-être pas forcément notre place non plus, même pas dans les 5 premiers. Donc ça, il faut l'accepter aussi. On savait aussi que notre fin de saison serait très compliquée dans les 4 derniers matchs avec 3, Clermont et Auxerre dans la foulée. C'est d'ailleurs ce qui nous avait coûté notre place de leader à la reprise en janvier. On les a fait, ces matchs-là. On a fait Toulouse, on a fait Clermont, on a fait Auxerre, on avait fait 3 avant. Voilà, c'est très très chaud. Donc aujourd'hui, nous, on ne se pose pas trop de questions. Il nous reste 3 matchs à faire en fonction du résultat des uns des autres. Chaque fois, nous, on joue à domicile, les autres jouent à l'extérieur. On a la possibilité de reprendre des points. Le week-end d'après, c'est un peu l'inverse. Donc c'est un peu actuellement le jeu du chat et la souris. Ils sont quand même dans une bonne dynamique aussi, vos adversaires directs. Oui, bien sûr. On voit 3 aujourd'hui qui a exactement pris 2 points par match depuis le début de l'année. C'est énorme. Et nous, le GF38, qui n'étions pas notamment habilités ou prêts à partir pour jouer ce haut de tableau, on a quand même gagné aussi, nous, à peu près un match. On a gagné 17 matchs sur 35. C'est un match sur 2. C'est simplement phénoménal. Oui, 10 nuls et 8 défaites. C'est quand même un beau bilan. Ouais, mais après, on peut faire aussi 30 nuls. Mais 30 nuls, c'est toujours que 30 points. Il vaut mieux faire des victoires. Donc, on a quand même beaucoup de victoires aujourd'hui déjà. 17 victoires, c'est beaucoup. Et puis une invincibilité à la maison aussi. Oui, alors ça, c'est plutôt dans le cadre, je dirais, sympathique, qui veut dire qu'à un moment donné, sur la Ligue 1, Ligue 2, aujourd'hui, on est les seuls à être invaincus à domicile, et que peut-être, ça fait longtemps que c'est pas arrivé à des équipes, mais bon, tout ça, c'est un peu pour les stats, pour faire plaisir un peu, mais après, il faut gagner les matchs. Voilà, et les 3 derniers matchs avant, ou les 4 derniers avant le match de Caen, on était sur 4 nuls à domicile. Et 4 nuls à domicile, c'est 4 points. Donc, il vaut mieux gagner 2 matchs et en perdre 2. C'est vraiment l'année pour monter? Au départ, non, parce que les équipes, c'est très très solide. Quand on voit Toulouse, attendez, on ne parle pas de ceux qui sont à la cave. Guingamp, Caen, Amiens, Le Havre, Sochaux, c'est des équipes, quand on compare les budgets, les masses salariales, les structures d'entraînement, tout ce que vous voulez,
Nous, on rivalise qu'avec le stade, hein. Pas avec notre pelouse, hein, avec le stade, l'édifice. Donc voilà, donc au départ, c'est pas du tout, pour nous, on peut pas, quand vous avez 9 millions de budget, la 17e, 18e ou 19e masse salariale, j'ouvre pas le parapluie, hein, la masse salariale de Ligue 2, vous pouvez pas, aujourd'hui, en début de saison, c'est prétendant. C'est prétentieux de dire on va jouer la montée. Maintenant, quand vous virez à la trêve à la 17e journée en décembre et quand à la 30e journée ou 35e journée, vous êtes à 2 points, à 3 points, je veux dire, aujourd'hui, on est largement en droit de s'interdire, enfin de ne pas s'interdire, de s'autoriser à rêver, ça c'est une évidence. Avec justement l'avantage de vous dire que vous avez pu transformer tout ce potentiel, tout le potentiel de vos joueurs, vous avez pu aussi les conduire jusqu'ici. Il y a un état d'esprit qui est merveilleux aussi, on l'a souvent vu en fin de match, un groupe qui est très solidaire, qui est très complémentaire aussi. Oui, alors on a déjà des bons mecs, comme on dit. Ça, c'est un vestiaire qui est très agréable cette année. On n'a pas de tordus, on n'a pas de chiants, comme ça peut arriver sur quelques saisons. Après, ce qui nous a énormément servi, c'est cette accumulation. Bon, déjà, on est bien parti dans la saison. Après, cette accumulation de matchs entre novembre, décembre, janvier, pour cause de Covid, pour nous en tout cas, avec 2 matchs remis, plus des matchs qui étaient très très proches les uns des autres. Ça, c'était le calendrier. A permis de trouver une dynamique de groupe très intéressante. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup de rotations dans l'équipe. On s'est retrouvé avec des fois sur 2 semaines ouvrables, de jours ouvrés, 5 matchs. C'est-à-dire jouer le samedi, le mardi, le samedi, le mardi, le samedi. Et là, je veux dire, mis à part des Charles Piquel qui ont 4 moteurs, le reste, vous allez surtout sur des blessures, des méformes, etc. Donc, du coup, pendant ces 3 mois, là, au moins novembre, décembre, janvier, ça nous a vraiment permis de faire jouer le maximum de monde. Il y a très peu de joueurs qui n'ont pas eu leur chance ou qui n'ont pas disputé plus de chances qu'ils n'auraient espéré, plus de matchs qu'ils n'auraient espéré. Donc du coup, en plus, comme on a eu les résultats, c'est passé comme une lettre à la poste et ça nous a vraiment fait du bien en termes de dynamique de groupe. Ce rythme intense, il risque de revenir. Du coup, si jamais vous n'arrivez pas à accéder à la Ligue 1 directement, avec les barrages, du coup, les playoffs, comment est-ce que ça se passe? Alors, les matchs sont pas mal à la filée dès la fin de la saison. Ouais. De toute façon, le championnat se finit le 15 mai, c'est un samedi. Après, vous avez le premier, le 5e qui va chez le 4e, c'est le mardi. Vous avez le vainqueur de ce match va chez le 3e, c'est le vendredi. Et après, je crois que c'est le mardi ou le mercredi de la semaine d'après, c'est le match aller-retour contre la Ligue 1. Donc, vous avez 4 matchs en 2 semaines. Mais bon, si on doit y arriver, moi, c'est vraiment pas quelque chose qui m'inquiète. Ça fait 6 mois qu'on fait ça. Encore là, on était dans une semaine à 3 matchs. On a tourné, on a quand même fait nul à Dunkerque à 9 contre 11. On a battu Sochaux dans un match très difficile. On a été perdre à 3 d'une manière assez logique. Mais je tiens aussi à préciser, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, que on est l'équipe qui a quasiment marqué le plus de buts dans le dernier quart d'heure, dans les arrêts de jeu, et qui a surtout marqué le plus de buts par ce qu'on appelle les joueurs issus du banc. Je crois qu'on a mis 12 buts, je crois, par les remplaçants. Ça, c'est très important. Je crois qu'Achille Anani est le meilleur buteur de Ligue 2, sorti du banc, justement. Il en a mis 5, je crois. Il est 5 sur 6 ou 7, ouais, c'est ça. Ce qui veut dire que vous avez souvent été meilleur dans cette dynamique avec beaucoup de matchs. Le défi, on sent qu'il est très excitant aussi pour l'ensemble de votre équipe. Ça vous a plus souri que de retour des pauses et de retour des vacances aussi, qui peuvent parfois un petit peu casser la dynamique. Comment est-ce que vous les sentez aujourd'hui, justement, vos joueurs? Quel est votre discours, en fait, par rapport à ça? Vous parliez tout à l'heure du budget, vous parliez tout à l'heure de cette montée qui, au départ, n'était pas lisible et pas évidente sur le papier. Vous avez pu saisir vos chances. Donc, aujourd'hui, quelle est la nature de votre discours? Mais je crois que chacun s'est nourri de nouvelles ambitions. À un moment donné, quand vous êtes dans le sport, il faut déterminer des objectifs. C'est une évidence. Donc, notre premier objectif, c'est clair. Il était affiché dans le vestiaire avec des points. C'était 42 points. C'est pas la peine de discuter autrement. C'est le maintien. Voilà, pour nous, c'est le maintien en Ligue 2. Ça fait 2 ans qu'on est 9e. Notre objectif, c'est, on va se dire, finir dans le premier tiers du championnat. C'est-à-dire finir dans les 7 premiers, 8 premiers, faire mieux que 9e si on peut. Bon. Donc ce premier objectif a été atteint très très rapidement, c'était janvier ou peut-être même février, je sais pas, donc on était déjà maintenu. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Voilà. Et il faut pouvoir s'ouvrir vers de nouveaux objectifs. Alors quand c'est des objectifs comme nous, on se dit tiens, les gars, on peut attraper les barrages, on peut attraper la montée en Ligue 1 direct, bon c'est top. Quand c'est des objectifs comme Guingamp, comme Caen, en se disant maintenant les gars, faut qu'on sauve notre peau. Là, c'est déjà plus difficile à atteindre parce que ce sont des objectifs évidemment négatifs. Alors que nous, on a un objectif qui nous a porté. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a atteint ces fameux points pour le maintien, les joueurs sont venus nous voir. Et dit maintenant, on fait quoi? Parce qu'à un moment donné, il faut bien déterminer quelque chose. Il te reste 3 mois et demi de championnat. On fait quoi il te reste 15 matchs à jouer. On en fait quoi?
Donc voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé qu'on n'allait pas se prendre la tête, qu'on était dans une saison où on gagnait pas mal de matchs, donc on allait jouer tous les matchs comme ils arrivaient, avec le meilleur effectif, les gens en forme, en tentant d'en gagner le maximum. Et puis voilà, on est là aujourd'hui. Et on a bien vu dans les derniers matchs aussi qu'aujourd'hui, il y a des clubs aujourd'hui qui jouent avec la peur de perdre, de descendre. Et nous, on a bien vu que de temps en temps, on jouait avec la peur de gagner, notamment à domicile. Quand on a vu les erreurs contre Sochaux, quand même, quand même 2 passes en retrait, une où le gardien pas assez appuyé, une où on va lancer directement le mec qui frappe sur le poteau. On s'est quand même 2 ballons en corner tout seul. Enfin, on était dans une sorte de triple là sur les 20-25 premières minutes de la première mi-temps où voilà. Et là, on a envie de leur dire, oh les mecs, lâchez-vous, qu'est-ce que c'est on sourit, on a la banane, c'est pas grave. Et même si on perd, c'est pas grave. On ne joue pas notre vie, on ne joue pas la santé du club. Mais qu'ils gardent confiance, parce qu'ils ont été capables de faire des choses magnifiques. Oui, mais bien sûr, donc il faut les accompagner dans ça. C'est le rôle aussi du staff technique, toujours d'être, vous savez bien comment on est, toujours entre le martinet et puis le velours, quoi. Donc il faut trouver le juste milieu, vraiment, voilà, et puis pas tout catastropher, parce qu'à un moment donné, on a pensé là sur les 2 derniers mois qu'on avait moins de résultats, ce qui est vrai. On s'est aperçu qu'on avait perdu un match sur 12. Un match sur 12, en gagnant 6, 5 nuls et 1 défaite. Et à un moment donné, il faut repositionner les choses. Attends, aujourd'hui, tu es le GF38. Tu as perdu un match. Là, on vient de perdre 2 matchs sur 13 ou 14. C'est pas grave. C'est pas grave. On a le droit. Il vaut mieux en perdre un de temps en temps et gagner les autres. Alors, en 10 secondes, le coronavirus est toujours là. Vous êtes régulièrement testé, vous testez vos anticorps. On sait que Toulouse on a des tests d'anticorps. Ouais. Voilà, Toulouse est très embêté par ce Covid, ces variants qui reviennent. Ça vous inquiète? Non, oui et non, parce qu'on voit que ça revient aussi. Il y a 4 cas à Châteauroux, donc ils vont certainement exploser aussi. Nous, on a payé le prix fort en octobre-novembre avec 2 clusters en revenant d'Amiens et de Guingamp. On s'est tapé jusqu'à 19 cas en comptant des administratifs et tout. Mais vous aussi? Oui, tout le monde, le staff technique, tout le monde, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne au club, plus personne pour diriger le truc. On était tous partis là-dedans. Et la différence avec Toulouse, c'est que Toulouse avait beaucoup de joueurs qui ne l'avaient pas eu. Et nous, aujourd'hui, on a peut-être, je crois, 3 joueurs qui ne l'ont pas eu. Donc ces garçons-là sont testés toutes les semaines. Et puis voilà, après, on fait attention, on met les masques, on limite nos déplacements. C'est pour ça qu'on ne veut pas laisser les joueurs non plus trop à l'abandon en week-end, etc. Parce qu'il faut rester, faut être très, très prudent. Et puis une dernière chose aussi, ce soutien des Grenoblois, vous avez vu, il y a des messages un peu partout, sur l'autoroute, dans la ville. Ça, voilà, ils ne peuvent pas être là. Non, ça, vous les sentez présents, hein? Ouais, pour l'entraîneur que je suis, j'aurais bien voulu, parce qu'on a vu ce que c'est que le public de Grenoble quand on est 14e, 15e, 10e, 9e. Et moi, je n'ai pas vu ce que c'est quand on est premier, deuxième ou troisième. Et je pense que notre classement cette année, nos performances au Stade des Alpes, où on a, je crois, 11 victoires, 6 nuls, ça doit être ça. Il reste 2 matchs. Et voilà, c'est que ça ne puisse pas être suivi de près par les gens qui aiment le club, nos supporters qui aiment ça, Voilà, c'est forcément c'est un désagrément énorme, une réelle déception pour tout le monde, quoi. On est forcément on est dégoûté. On attaque les matchs là-dedans. Vous avez l'impression qu'on rentre dans une église pour enterrer quelqu'un. C'est un truc de fou. Et encore, on n'est pas malheureux. On peut pratiquer notre métier, mais je veux dire, voilà, c'est vraiment de ne pas pouvoir être accompagné cette année. Ça a été vraiment quelque chose de désastreux, quoi. Et vous serez peut-être accompagné l'an prochain par le FCG Rugby, qui n'est pas à l'abri d'une montée non plus, aussi, 6e, qualifiable, hein, encore une fois, allez en 20 secondes, vous êtes pour. Hein, oui, on est plus forts tous, on est plus forts ensemble. C'est pas le rugby, Grenoble a une richesse sportive. Je ne sais pas si les gens qui s'en rendent compte. Bon, bien sûr, les supporters. Mais oui, mais il faut partager un stade et c'est pas évident. Ça se fait pas. Ouais, ça se ferait que chez nous. Franchement, il ne veut pas partager un stade, avoir 2 belles équipes qui jouent en Ligue 1, en Ligue 2, en Top 14, en Pro D2. Je veux dire, franchement, c'est la fête toutes les semaines. C'est génial. Les Brûleurs de Loups, c'est du monde. Enfin, il n'y a pas beaucoup de villes qui peuvent revendiquer autant de sports de haut niveau. Eh bien, on est très heureux de tout ça. Merci beaucoup. Merci. On est bien avec vous. Merci beaucoup, Lilian, encore. Le public dans le stade d'ici à la fin de la saison, on n'y croit pas, on n'y croit plus. Mais voilà, derrière vous, bien évidemment. Merci. On espère que vous le ressentirez. Merci beaucoup, Philippe Hinsberger, d'avoir été avec nous et bonne chance pour vous et à tout votre club. Au revoir. G-Sport avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.